Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Donc, comme chaque semaine, nous avons l'honneur toujours d'inviter ici sur ce plateau des hommes politiques pour discuter de l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer l'actualité brûlante, c'est-à-dire ce qui vient de tomber comme ça, la révocation du maire de Dakar par décret présidentiel. M. Khalifa Sall n'est donc plus maire de Dakar suite à la condamnation par la cour d'appel de ces 5 ans de prison ferme. Donc le président de la République vient de prendre ce décret qui vient de tomber à l'instant même. Nous allons aussi parler du parrainage qui est déjà lancé. Comme vous le savez, donc, le président de la République même a lancé sa propre campagne cette semaine au Centre international Abdou Diouf. Et tous les partis donc doivent faire de même. Déjà, les représentants ou bien les responsables départementaux désignés par les candidats à la candidature sont vraiment excessifs parce qu'on parle même d'une centaine de personnes, en Dakar, des Sénégalais, qui désirent donc ou bien qui vont briguer le suffrage des Sénégalais si seulement ils passent le cap du parrainage. Et pour finir, nous allons donc rester toujours dans l'actualité politique avec le report des élections locales qui devaient se tenir le 23 juin 2019. Le président de la République donc a décidé de renvoyer ces élections jusqu'au mois de décembre. Pour des raisons diverses, il a évoqué la saison de pluie, il a évoqué aussi certaines coïncidences entre les investitures assez locales et la campagne électorale qui devrait coïncider pour la présidentielle. Pour toutes ces raisons, il a décidé de reporter ces élections, c'est que l'opposition considère comme une décision unilatérale. Alors, pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Pape Malick Ndour. Il est membre de l'APR, président du conseil départemental de Guinguinéo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Ali Saleh Diop. Il est membre du Réumi, le secrétaire national chargé de la massification et de la pacification du Réumi. C'est ça, M. Saleh Diop, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, une fois n'est pas coutume, chers téléspectateurs, nous commençons donc cette émission avec une triste nouvelle suite au rappel à Dieu de notre confrère Ndéné Bitèye, décès survenu donc ce jour même à l'hôpital Fann. Par ma voix donc, tout le groupe de presse de Walf Fadjri, le président directeur général Sidi Lamine Niasse, présente les condoléances les plus attristées à sa famille, à ses amis, mais à toute la corporation. Alors, nous allons donc commencer, M. Saleh. Vous venez donc d'apprendre certainement la nouvelle. Le président de la République donc a révoqué le maire de Dakar. Alors, quel commentaire en faites-vous? Merci, Georges. Permettez-moi d'abord, à l'entame de cette émission, de joindre la voix du Réumi et avec sa tête, le président Idriss Seck, donc la voix du Réumi à celle du président Sidi Lamine Niasse et de l'ensemble du groupe Walf Fadjri pour présenter en tout cas nos condoléances à l'occasion justement de ce décès que vous venez d'annoncer. Nous prions tous Allah qu'il fasse en sorte qu'il se retrouve au paradis. Amen. Ceci étant dit, je voudrais également profiter de la fête de la Tabaski qu'on vient en tout cas de passer ensemble au Sénégal pour présenter nos meilleurs vœux à l'ensemble des Sénégalais et de la Oumma et profiter de cette occasion pour faire des prières à l'endroit de l'ensemble du peuple sénégalais, des prières de paix, de bonheur et un hivernage pluvieux avec, disons, moins de difficultés comme nous sommes en train d'en rencontrer actuellement à Dakar. Maintenant, relativement à votre question lié en tout cas au décret que le président de la République vient de prendre pour révoquer le maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall. Écoutez, Georges, moi je suis scandalisé. Je suis scandalisé par la tournure des événements. Quand je parle de la tournure des événements, c'est depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête de ce pays. Le Sénégal, c'est pas ça. N'a jamais été habitué à cette méthode brutale de gouvernance, de manque de démocratie. Voyez-vous, le président a, dans son décret, évoqué, disons, la culpabilité de Khalifa Sall, pendant même que le processus, justement, judiciaire est en cours. Vous comprenez par là que, dans l'esprit du président Macky Sall, c'est lui le roi. Nous ne sommes plus dans une république. Mais nous sommes dans un royaume et par conséquent, il a la latitude de prendre en tout cas toutes les décisions qu'il veut
si tant est que la personne concernée, en tout cas, l'empêche de dormir. Et je crois que ce décret vient encore donner raison à l'écrasante majorité des Sénégalais qui disaient que le président Macky Sall veut se choisir justement des adversaires à la prochaine présidentielle. Je suis attristé, je suis choqué par ce qui vient de se faire, parce que notre pays ne mérite pas ça. Ce pays de Kéba Mbaye, ce pays de Léopold Sédar Senghor, ce pays de Abdoulaye Wade, ce pays de Cheikh Anta Diop, ce pays de Serigne Touba, ce pays de El Hadji Malick, on n'a jamais été moulé dans cette façon de faire, de se comporter vis-à-vis en tout cas de ses prochains. Malheureusement, nous avons en face de nous quelqu'un qui a dormi pendant 6 ans, qui sait pertinemment qu'il n'a pas un bilan à présenter aux Sénégalais et qui a choisi une autre voie pour se faire réélire. Celle-là qui consiste d'abord à éliminer des adversaires, à vouloir truquer des élections. Et voilà en fait l'approche que le président Macky Sall souhaiterait développer pour en tout cas se replacer à la tête du pays. Je suis tout simplement scandalisé avec comme l'est actuellement la majorité du peuple sénégalais. Voilà, attristé. Alors, président Pape Malick Ndour, vous allez dire que vous êtes aussi choqué par la décision prise par le chef de l'État, parce que quand même, il doit rester, comme l'a dit M. Saleh, le processus est toujours en cours, parce que le maire de Dakar pourrait se pourvoir en cassation. Merci beaucoup, Georges. Je voudrais saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Wolf TV, m'associer aux condoléances pour le décès de votre reporter, avec qui je partage la région de Kaolack, qui est un jeune, et aussi saluer mon co-débatteur et vous-même, et me réjouir quand même de votre invitation. J'avoue que j'étais pas du tout choqué par la décision administrative prise par le président de la République, mais choqué par la position de mon co-débatteur. Vous savez, la décision administrative, dans ce cas-ci, n'a rien à voir avec la décision disciplinaire, pour ne pas dire la décision juridique. Pour la belle et simple raison que l'article 146, qui prévoit les cas de révocation, parmi ceux-ci, on peut citer le fait donc d'utiliser des deniers publics à des fins privées, qui est contenu dans l'article 146. Le dernier alinéa de cet article dit ceci, Georges. Il dit, dans tous les cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. Ceci dit quoi? Ceci dit que le président de la République pouvait prendre la décision de révoquer M. Khalifa Sall dès les premiers jours de l'instruction du dossier, avant même qu'il ne soit mis en prison. Il pouvait le faire. Mais conscient qu'aujourd'hui les gens assimilent toujours les décisions administratives qui n'ont rien à voir avec la politique, avec peut-être la politique politicienne dont on avait eu l'habitude de voir avant 2012, il a peut-être laissé le temps donc de la justice faire son travail, faire son œuvre. Le maire Khalifa Sall a été condamné en première instance au tribunal de Dakar. Il a pourvu en appel et récemment vous avez vu la décision de l'appel. Donc c'est à cet effet que le président a pris donc la décision de révoquer. Je dis encore que la décision de révocation n'a rien à voir avec la... mais il y a une certaine coïncidence, M. Pape Malick Ndour, entre le décret présidentiel qui est tombé aujourd'hui et la décision donc de la Cour d'appel qui est tombée hier. Mais comme il pouvait aussi avoir une coïncidence entre la décision de révoquer, dès le premier jour de l'instruction, on pouvait dire que oui, on est en temps l'instruction. Vous êtes en train de dire que le décret présidentiel, la révocation du maire de Dakar n'a rien à voir avec la condamnation par la Cour d'appel. En tout cas, si on se fie à la loi, on ne peut faire aucune objection par rapport à cette décision administrative. Je rappelle encore que le président de la République, je l'ai dit tantôt, pouvait le prendre depuis les premiers jours. Il pouvait le prendre à la suite donc de la décision future de la Cour suprême, dont j'ignore d'ailleurs. Il pouvait le prendre. Il pouvait aussi le prendre avant même que le maire Khalifa Sall demandait à être jugé à l'appel. Donc pour dire seulement qu'encore une fois, c'est la énième décision administrative qui n'a rien à voir avec la politique. Mais aussi, c'est la énième contre-attaque de l'opposition qui confond l'administration à la politique. Et je voudrais dire donc à mes collègues donc de l'opposition que ça n'a rien à voir. Il faudrait qu'on respecte la justice, il faudrait qu'on respecte nos institutions. Et c'est seulement ça que je voulais dire.
Alors, M. Diop, donc, il parle d'un acte administratif, une décision administrative qui n'a rien à voir avec la condamnation de M. Khalifa Sall. C'est totalement faux. Je pense qu'on peut lire le décret qui fait référence effectivement justement à cette décision justement de la Cour d'appel qui a été rendue hier. Le président s'est fondé sur ça dans son décret pour révoquer. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est deux actes qui sont intimement liés. Je pense qu'il faudrait que vous puissiez quand même dire autre chose aux Sénégalais. Le président s'est fondé justement sur ça pour justement révoquer Khalifa Sall. Mon jeune frère Ndour vient de dire que le président aurait pu, dès le début de la procédure, révoquer Khalifa Sall. Mais si il était un républicain jusqu'au bout des en fait prendre cette décision-là à cette date-là, pourquoi attendre maintenant pour prendre cette décision-là? Vous voyez, il n'y a rien qui puisse justifier en fait ce décret du président, sinon véritablement la hargne qu'il a aujourd'hui contre Khalifa Sall et l'ensemble des candidats potentiels qui pourraient lui faire de l'ombre dans cette présidentielle-là. Donc, voyez-vous, je pense que faites le tour de la ville. Les Sénégalais sont scandalisés. Ça, c'est pas le discours politique des politiciens qui peut changer en fait la donne. Je pense que là, les Sénégalais sont amers aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans une république. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes en face de quelqu'un qui se dit effectivement, dans tous les cas, je gagne ou je gagne à la prochaine présidentielle. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, effectivement, dans les autres aspects, en tout cas, qui vont nous réunir tout à l'heure. Et je pense que c'est dommage. Le président Macky Sall pouvait quand même ne pas lancer le Sénégal dans ce processus périlleux dont le Sénégal ne s'honore pas. Donc on va sûrement vers la mise sous délégation spéciale de la mairie de Dakar. Absolument, je pense qu'effectivement c'est ça, parce qu'en fait, dans ce décret, le dernier point, il dit effectivement qu'il revient au ministre de l'Intérieur et au ministre chargé effectivement des collectivités locales de mettre en œuvre effectivement ce décret. Qu'est-ce que cela signifie? On n'en sait absolument rien, sinon que nous sommes dans un processus où, disons, les règles du jeu sont codées. Il n'y a que le président de la République qui détient le code et qui peut les utiliser à tout moment quand il veut. Alors, Pape Malick, donc on va vers une délégation spéciale de la mairie de Dakar. Pour ce dernier point, je dis bien que M. Saleh devait lire donc la loi et que ce n'est pas systématiquement qu'on va aller peut-être à une décision on va aller vers une décision donc de mettre sous délégation spéciale la mairie de Dakar. Pourquoi? Il existe d'autres possibilités. Il peut exister la mise en place d'une autre équipe municipale. C'est prévu par la loi. Il faut bien lire, M. Saleh, vous pouvez lire les articles. Mais je voudrais vous dire, par rapport à ce que vous avez évoqué tantôt, par rapport au décret. J'ai devant moi le décret. Oui. Avant même que le président de la République, dans le décret, n'évoque les différentes condamnations qu'il a eues sur ce dossier, il a eu à évoquer la loi. Le décret, il dit, d'abord, il rappelle les faits qui sont prévus par la loi. Il dit, les faits prévus et punis par la loi instituant la Cour des comptes. Ne serait-ce que ces dispositions... Non, lisez le décret. Non, je suis en train de lire le décret et de le commenter en même temps. Lisez-le. Donc, quand on dit les différents faits prévus et punis par la loi instituant la Cour des comptes, déjà, cette disposition permet au président de révoquer. En dehors de ça, il y a l'utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées. C'est le cas, on en a parlé longuement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur la caisse d'avance. Quand on parle de faux en écriture publique authentique visés au code pénal, mais ce sont des faits qu'on a pu voir. On parle du décret. Non, je parle du décret. Le décret, il est là. Les gens qui nous suivent ont peut-être le décret. Ils vont voir. Maintenant, au-delà de cela, après avoir évoqué tous ces cas qui devraient permettre au président de pouvoir prendre légitimement ses décisions, il a évoqué maintenant les différentes condamnations. Je vous dis, M. Saleh, que le président de la République... M. Saleh Diop alors, je m'excuse. Le président de la République pouvait se limiter seulement à évoquer le jugement du tribunal de grande classe, de grande instance hors classe de Dakar. C'est-à-dire la première condamnation qu'on a eu en première instance, c'est le 30 mars 2018. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès le 1er avril, il pouvait prendre ses décisions.
Mais conscient qu'on allait nous fournir ces genres de discours, conscient à dire oui, en première instance, on n'en pas fait appel, ils sont en train de condamner. Peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret des présidents, mais en tant que politique, je peux anticiper et estimer la position du président de la République. Il ne s'est pas limité à ça. Il a attendu jusqu'à ce que M. Sall pourvoie en appel. Il y a eu condamnation, légitimement il pouvait prendre. Je vous dis bien que ce qui est important dans ça, c'est de voir ces actes qui ont été posés, est-ce que c'est conforme à la loi ou pas. M. Diop, je voudrais vous lire le dernier alinéa de l'article 146 du Code des collectivités territoriales. Il dit, dans tous les cas prévus par l'article 144, c'est-à-dire les cas de sanction administrative, de la révocation en l'occurrence, il dit, la sanction ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. En français simple, en wolof sam pour me permettre dafa ne li ñu ko toppee nii révocation bi ñu def yàqul dara ci continuer bi nga xam ne loi bi mën na ko continuer ku wax loolu kañ. Cela signifie quoi? Cela signifie que les actions ne sont pas liées. Le président de la République pouvait soit attendre la décision de la Cour suprême pour faire la sanction, comme aussi il ne pouvait pas le faire. Donc c'est la loi qui parle. Donc moi je vous permets de lire avec moi l'article 146. Si ce que je dis, mais là, je pense que... Non, je termine. Si ce que je dis là n'est pas dans le code, vous me dites que ce n'est pas dans le code. Moi je parle de la loi. Maintenant, quand on parle de décret, d'abord je vous dirais que la loi est au-dessus des décrets. Et c'est le décret qui organise les cas de révocation et c'est simplement sur cette loi-là que le président s'est... Je vois que mon ami Ndour refuse de lire le décret pour que les Sénégalais qui ne l'ont pas encore lu sachent le contenu de ce décret. Votre question a été très claire et précise. Est-ce qu'il y a un lien avec l'arrêt, en tout cas d'hier, 30 août, et la décision du président, je crois que c'est du président aujourd'hui. Aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Je vais lire le décret. C'est le décret 2018-1701 portant révocation du maire de la ville de Dakar. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 213 10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales modifié, vu l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar statuant en matière correctionnelle en date du 30 août 2018. C'est clair. C'est un fond, c'est fondé sur forcément un lien. Il y a forcément un lien. Il s'est fondé sur ça pour pouvoir effectivement prendre son décret. Or, nous estimons pas encore terminé. Bon, il dit que d'après ce qu'a dit M. Ndour, c'est que le décret qui a été pris aujourd'hui n'aura aucune influence sur la suite. Il aurait pu, pour être logique, par rapport à son décret, par rapport au texte qui régisse les collectivités locales, si tant est que ce qu'il pense était vrai. Ne pas évoquer... C'est ça. Pardon, moi je lis, on est en train vraiment de commenter la décision du président de la République. On n'est pas en train aujourd'hui de faire la loi sur les collectivités locales. On est en train de commenter... on est en train de commenter et d'apprécier le décret du président de la République. Ils disent de façon très claire, je me suis fondé sur l'arrêt qui a été pris hier pour pouvoir révoquer le maire Khalifa. Il l'a écrit. Oui, il a fait allusion effectivement à l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel. Il est là, hein, oui, justement. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Donc, vouloir dire qu'effectivement, ils ne sont pas liés, ce n'est pas honnête. Moi, je ne peux pas entrer dans ce genre de discussion. C'est-à-dire que ce que le président a écrit, il l'a écrit noir sur blanc. Je pense que ça, c'est très clair. Il faudrait vraiment qu'on soit sérieux avec les... Non, je termine avec ça. Monsieur Saleh, vous avez fait une lecture parcellaire du décret. Avant même que vous ne soyez dans l'article 1er et l'article 2, il y a eu les visas du décret. On ne peut pas lire. Non, attendez, M. Saleh. Mais lisez-moi le décret là. Mais attendez, lisons ensemble. Mais attendez, lisons ensemble. Vous m'avez été en débat quand même très civilisé. Il faudrait qu'on soit... Attendez. Vous avez le décret, j'ai le décret. Sénégal, attendez, monsieur. Je connais M. Diop. Non, attendez. Je pense que ce problème ne va pas nous décret. Non, ne va pas nous bloquer. Non, pourquoi ça... Georges, vous pouvez lire le décret, il est là. Non, attendez. Commencez par les visas d'abord, monsieur. Non, c'est pas du décret. Le décret, c'est les visas d'abord.
Mais je ne vous apprends pas le droit administratif, monsieur. Le décret, c'est d'abord les visas. Commencez par les visas. Mais vous n'avez pas les motifs. Il y a un décret. Il a dit vu la Constitution. Il n'y a pas de visa sur le décret. Mais voilà le décret que j'ai. Peut-être on n'a pas les mêmes décrets. Si, c'est le même. Vu la Constitution. Vu la Constitution. Maintenant, on a dit vu la Constitution. Vous avez vu, non? Oui. Vu la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013. Oui. Maintenant, lisons la loi. La loi, il dit. Mais la loi, non, attendez, laissez-moi terminer. Oui, allez. La loi, il dit. La loi là dont on fait allusion ici. Oui, la loi 2013. Voilà, 10. qui est dans le décret. Oui. Il dit dans son article 146. Ah oui, maintenant vous faites allusion de la... Voilà. Vous parlez de la loi qu'évoque le président de la République. Donc on est d'accord que le président de la République peut évoquer. Maintenant, qu'est-ce qui est important dans cet article 146 que j'ai évoqué tantôt? Il dit, dans tous les cas, la sanction ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait prendre la décision avant même que l'instruction ne commence. On pouvait prendre la décision dès le premier jugement. On pouvait prendre... Selon l'article que vous évoquez. Voilà, donc dans la mesure où cela est établi, et on ne peut pas faire de lien. Ceux qui font le lien entre la condamnation d'hier et c'est ceux qui font de la politique. Oui, c'est parce que le président de la République a évoqué la condamnation d'hier. Mais s'il avait fait... Bien sûr. Comme il pouvait simplement se limiter à évoquer la première condamnation. Oui. Donc je vous dis quand même que par rapport à ça, le président de la République, son décret est conforme à la loi. C'est simple. Maintenant, vous dites alors, M. Pape Malick, vous dites que, par exemple, que le décret qui a été pris de révoquant donc le maire de Khalifa Sall, alors n'aura aucune influence sur la poursuite du procès. C'est pas moi qui dis. Alors, mais est-ce que ce décret ne peut pas influencer aussi le juge qui devra donc juger en dernière instance? Non, la loi est au-dessus. Oui, parce que tout le monde sait maintenant, à partir de ce décret qui révoque le maire de Dakar, tout le monde sait maintenant que le président Macky Sall est convaincu que le maire Khalifa Sall est fautif et qu'il doit être condamné. Non, il n'y a pas de conviction ici. C'est-à-dire qu'il y a ce que la loi établit. Ce que la loi... Vous savez très bien que le président Macky Sall, dans son fort intérieur, moi, je ne suis pas sûr quand même. J'ai beaucoup de respect quand même pour nos magistrats de la Cour suprême. Ils ne vont pas se baser sur des décrets. Espérons qu'ils ne seront pas... prendre les décisions, ça n'a rien à voir. Ici, ça relève de l'exécutif, alors ils sont régis par le judiciaire. Donc, je vous dis quand même que tout ce qu'on a écrit dans le décret, c'est conforme à la loi. Et comme je l'ai si bien dit, dans les visas, l'article 146 est évoqué. C'est ça. Voilà. Oui, M. Diop, vous avez quelque chose à ajouter? Je crois que on n'a même pas besoin de nous attarder en fait sur cette appréciation. Parce que simplement, les choses sont extrêmement claires pour les Sénégalais. Le décret, on l'a lu. Le président a pris sur lui-même la responsabilité de condamner définitivement, comme la loi, définitivement, Khalifa Sall, sans que le pouvoir judiciaire ait pu en tout cas terminer toute la procédure. Conformément à la loi. Voilà la situation. Je crois que c'est très clair. Nous allons laisser de toute façon les Sénégalais. Aux Sénégalais, effectivement. Voilà, nous allons laisser les Sénégalais d'apprécier en tout cas ce qui vient de se passer. Du code de collectivité territoriale dans son dernier alinéa. D'accord. Sera en tout cas aux Sénégalais d'apprécier cette décision que vient de prendre le président de la République il y a quelques heures. Un décret qui vient donc de révoquer le président, le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, donc il n'est plus donc le maire de Dakar. Alors nous allons donc passer donc au deuxième thème de ce débat. Il s'agit donc de la présidentielle 2019 avec donc le système de parrainage qui est entré en vigueur et qui a démarré depuis donc cette semaine. Nous avons même vu le président de la République même lancer en grande pompe alors son parrainage au Centre international Abdou Diouf. Alors Pape Malick, mais je vais commencer d'abord par vous demander votre avis sur cette pléthore de candidats à la candidature. Bon, ça me surprend. Mais bon, on est à presque 100 candidats à la candidature. Ça me surprend, mais ça me réconforte dans une thèse générale qui dit que le président de la République est la personne la plus renseignée du pays. Ça me surprend, oui, moi, parce que effectivement, je l'ai dit, j'étais quand même très surpris de voir quand même le nombre de candidats qu'il a. Mais le président qui a initié le projet de loi portant parrainage, peut-être je peux supposer qu'il savait tout cela. Il savait que l'opposition sénégalaise, pour une bonne partie, était animée par un désir de sabotage des élections. Et la meilleure façon de saboter les élections, c'est de faire comme lors des élections passées. Aujourd'hui, les arguments les plus vaillants que développent nos adversaires de l'opposition, c'est de donner le cas de Touba, ce qui s'est passé à Touba. Ils disent que c'était un sabotage orchestré par le Premier. Non, c'est un sabotage, entre guillemets, orchestré par le nombre par le pléthore de candidats qu'il y a eu lors de ces dernières élections. Et je pense que pour éviter tout cela,
le président avait pris sur lui l'option de faire un projet de loi et qui a abouti donc à la mise en place donc, du parrainage. Aujourd'hui, cela conforte cette thèse qui consiste à dire que le parrainage était nécessaire, que le parrainage est un filtre citoyen, je dis bien filtre citoyen, qui permet aux citoyens non pas seulement de se choisir un président, mais aussi de cadrer l'élection présidentielle, de le cadrer pour pouvoir mieux choisir. Et c'est tellement vrai que les représentants donc, du peuple l'ont voté. Et je pense que la lecture que j'en ai, c'est simplement me conforter dans la thèse selon laquelle le président, effectivement, était très bien renseigné. Et il nous a et qu'il a raison d'instituer le parrainage. Effectivement. Et aussi, les députés ont eu bien raison, nos représentants du peuple, de bien voter ce projet de loi portant parrainage. Monsieur Diop, comment expliquez-vous donc alors, le parrainage qui était institué pour, en tout cas, freiner un peu les ambitions des uns et des autres, finalement, n'a servi à rien du tout. On a l'impression même que ça a suscité une certaine ambition, des ambitions des uns et des autres. Georges, moi, je vais partir pendant ces législatives, les Sénégalais ont constaté qu'il y a eu 47 listes qui ont été présentées. Et je crois que l'histoire retiendra que, pour une bonne part, des mandataires de ces listes-là se retrouvent aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça va être des listes qui ont été parrainées depuis par le président de la République. Justement, pour, par la suite, dire aux Sénégalais, écoutez, déjà aux législatives, il y a 47 listes. À la présidentielle, il faut qu'on prenne les devants pour qu'il n'y ait pas cette situation. Je crois que les Sénégalais, quand même, c'est des hommes et des femmes qui sont extrêmement réfléchis. Ils savent que tout ceci, ça a été un processus élaboré depuis les législatives, mûri, pour pouvoir en tout cas mettre en place ce dispositif qui n'en est pas un, au regard des concepts largement partagés sur les modèles démocratiques qui sont reconnus à travers le monde. Alors, aujourd'hui, fondé sur cela, le président a estimé que, comme le dit tout à l'heure M. Nour, voilà, le président est très bien renseigné. Il savait que si on venait à la présidentielle, qu'il y aurait effectivement beaucoup de candidatures. Je dois d'abord dire que ce n'est pas des candidatures. Georges, nous avons dans ce pays, dans le fichier détenu par le ministère de l'Intérieur, à peu près un peu plus de 300 partis politiques. Par définition, un parti politique a pour vocation d'aller à la recherche des suffrages des Sénégalais pour que ce parti exerce le pouvoir. De ce point de vue-là, il n'y a rien de plus normal. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 300 représentants, autant de partis politiques que de représentants au ministère de l'Intérieur. En principe. Dans le principe, c'est ça qui est normal. Mais les Sénégalais vont nous juger. Toutes ces personnes-là qui ont pris, en fait, qui ont été au ministère de l'Intérieur, et qui ont pris la fiche, oui. Mais ils ne vont pas se retrouver tous à la présidentielle. Ils ne vont pas se retrouver à la présidentielle et nombre d'entre eux vont se retrouver autour du président Macky Sall. Et ça réconforte l'idée que c'est tout un processus qui a été mis en place de façon machiavélique par Macky Sall pour pouvoir en tout cas faire ce dispositif. Pour valider le parrainage. Écoutez, je crois que nous avions, inspiré par en tout cas des modèles qui existent un peu partout, si le président était bien intentionné, on aurait pu en tout cas mettre en place d'autres dispositifs plus simples, plus démocratiques pour pouvoir en tout cas faire un filtrage ou bien même crédibiliser les candidatures à l'élection présidentielle. Les Sénégalais, l'opposition en particulier, s'est longuement battue sur le bulletin unique. Le bulletin unique prend en compte effectivement les préoccupations telles que ça a été défini par les gens du pouvoir par rapport au parrainage. Je crois que, Georges, le parrainage, c'est un dispositif mis en place par le président Macky Sall pour pouvoir empêcher d'autres candidats à la candidature à se présenter. Après avoir cherché... Mais comment? C'est-à-dire que si vous remplissez les conditions, ben là, si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire si vous obtenez les 55 signatures... On n'a pas de prise sur le contrôle justement de tout cela. On n'a pas de prise sur le contrôle de tout cela. Mais bon nombre de candidats
à la présidentielle, je peux citer Malick Gakou, je peux citer Idrissa Seck, je peux citer Sonko, je peux citer d'autres et d'autres et d'autres. Ben, ils ont la possibilité largement de proposer effectivement des signatures qui seraient largement au-dessus de 65 000. Mais on n'a pas de prise sur le contrôle du dispositif qui sera mis en place au niveau du Conseil constitutionnel pour pouvoir en tout cas être sûr que ce filtre va en tout cas marcher dans l'esprit de ce que nous attendions justement de ce parrainage-là. Et je crois que ça, les Sénégalais, je crois qu'ils sont maintenant bien informés de cela. Et c'est un dispositif mis en place encore une fois par le président Macky Sall pour dire que dans tous les cas, il faut que je gagne ou je gagne. Voilà. Pape Malick Ndour, vous l'avez déjà suivi, M. Diop semble dire que parmi ces centaines de Sénégalais qui sont candidats à la candidature, certains ont été proposés en tout cas par le pouvoir pour justifier en tout cas, système qui a été mis en place. Parce que là, maintenant, on entend beaucoup de gens du pouvoir dire, voilà, c'est la preuve a été donnée aux Sénégalais que, véritablement, il faudrait un filtre citoyen pour que pas n'importe quel citoyen puisse se lever et dire que, voilà, je suis candidat à la candidature. Alors, est-ce que, véritablement, vous ne pensez pas que là aussi, alors, le pouvoir a prêté le flanc? Et ça, c'est un faux fuyant, M. Georges. Moi, je pense que le fait même de dire que lors des élections passées, une bonne partie des listes étaient parrainées. Mais il y en a qui l'ont avoué, il y en a qui l'ont avoué, hein. En tout cas, il y en a qui l'ont avoué dans les médias, dire que oui, nous avons été, je vous explique. Nous avons été soutenus financièrement par le pouvoir. C'est clair. En tout cas, attendez, c'est clair. Quand M. Saleh, moi, quand M. Diop dit qu'une bonne partie des listes des élections législatives ont été parrainées par le président de la République et qu'éventuellement même, parmi la centaine de candidatures déclarées, une bonne partie c'est un niveau d'échec déjà. Comment? Ça prouve qu'on est majoritaire. Ah bon? Si, bien sûr. Comment ça? On est attendez, lors des élections passées, on était à 49%. Oui. Vous êtes levé en pavoisant, en disant partout, oui, les minoritaires, il est à 49%. Par ailleurs, vous reconnaissez que parmi les 51% qui restent, nous en avons une bonne dose, une bonne partie. Non. Attendez, je vous ai écouté, monsieur. C'est pas ce qu'on a dit. Vous m'écoutez. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Vous m'écoutez. Vous avez dit tantôt qu'une bonne partie des listes des élections législatives ont été parrainées par le président de la République. Nous avons eu 49%. Attendez. N'ont rien engrangé. Ces listes n'ont rien engrangé, ils sont au bout du compte. Quand vous dites qu'une bonne partie, cela quand même montre que nous avons plus de 50%. Non. Aujourd'hui, quand vous dites qu'une bonne partie des candidats déclarés vont après se retrouver dans le côté du pouvoir, ça sera encore un plus pour nous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Les Sénégalais librement peuvent se lever pour dire qu'ils sont candidats. On est en démocratie. Vous parlez de l'administration. Il faut qu'on ait du respect à l'administration. Ces gens-là qui vont contrôler les signatures, ces gens-là qui sont vous comme moi. C'est des Sénégalais. Mais reconnaissez quand même. Sénégalais. C'est des gens assermentés. Vous ne le savez pas? Non, attendez. C'est des gens du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des élections. Attendez. Validé, attendez. Qui vont faire le travail. Non, naturellement. Non, naturellement, c'est eux qui vont faire le travail. Non, attendez. C'est pas ça qui dit. Attendez, monsieur. C'est pas ça qui dit. Non, je ne dis pas qu'ils valident. Non. Monsieur Diop, vous m'avez laissé parler au moins. Oui, d'accord. Je dis, vous remettez en cause l'intégralité des Sénégalais. Que ce soit dans la phase de préparation, que ce soit dans la phase de validation des candidatures qui sera naturellement fait par la Cour constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, mais c'est des Sénégalais qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne sont pas membres de l'APR, des agents assermentés de l'État, soit c'est des juges, soit c'est des magistrats, soit c'est des administrateurs civils. Il faudrait qu'on ait du respect pour eux. Et c'est ça quand même qui manque à l'opposition. C'est des gens, les hommes passent, les partis passent, mais les gens demeurent, les hommes demeurent. Il faudrait qu'on ait du respect pour eux. Maintenant, pour revenir au parrainage tel qu'il a été proposé, moi je pense quand même qu'on avait dit dans la loi dans le passé que les Sénégalais sont unis devant la loi. Par ailleurs, on dit que pour que tu sois président, si tu es dans un parti politique, tu pars sans parrainage. Si tu n'es pas dans un parti politique, tu pars grâce au parrainage. Quand le président vient, il fallait 10 000. Maintenant, le président, il vient. Il élimine ce déséquilibre, cette injustice vis-à-vis d'une partie du Sénégal. Cette partie qui a peut-être l'ambition de briguer la magistrature suprême, mais on doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir. Oui, est-ce qu'il ne fallait pas chercher un consensus autour de ce que vous appelez injustice? Attendez, Georges, on ne peut pas revenir sur le consensus. On ne peut pas revenir encore sur les sempiternels appels au dialogue du président de la République, dont son président lui-même, Idriss Seck, a dit publiquement qu'il ne va plus répondre à son appel. Il a dit publiquement qu'il ne va plus répondre à son appel. Mais c'est des Sénégalais. Ce sont 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 des Sénégalais. Ce
Aujourd'hui, on vient nous parler encore de way de consensus, etc. Le consensus, c'est vrai, il existe, parce que quand même, une bonne partie de l'opposition est allée discuter avec le président autour de ce projet de loi. À l'Assemblée nationale, on en a parlé. C'est la loi qui l'autorise. Il y a eu une diversité. Quelle opposition? Il y a eu une diversité d'opinions. Quelle opposition? Non, mais l'opposition républicaine. Ouais. Maintenant, c'est l'opposition républicaine. C'est l'opposition qui est à l'Assemblée nationale, mais aussi l'opposition qui n'est pas à l'Assemblée nationale, qui est représentative, mais aussi qui est républicaine. Qui comprend que c'est le président de la République qui gouverne. Qui comprend que la loi autorise au président de la République de faire un projet de loi. Mais qui comprend aussi que la loi de la majorité s'applique en démocratie. Et une certaine opposition, qui a fini par rallier derrière le camp présidentiel. Mais s'ils sont convaincus des réalisations du camp présidentiel, mais naturellement... Donc, où est le consensus maintenant? Le consensus, mais c'est avec les autres qui ne sont pas peut-être, qui ne nous ont pas rejoints et qui sont peut-être plus ou moins d'accord avec le parrainage. Les 100 personnes. Pour être conséquent, revenons-en, pour être même conséquent, moi, avec ceux qui critiquent le parrainage, pour moi, pour être conséquent avec eux-mêmes, ils ne devraient même pas aller au ministère de l'Intérieur pour demander donc les fiches de parrainage. Il faut qu'ils soient conséquents. Soit ils respectent la loi, soit ils respectent les règles de la démocratie. Vous voulez qu'ils boycottent alors? Non, mais c'est ça qui est conséquent. Ils devaient être conséquents. Et c'est ça la conséquence des actes politiques que les uns et les autres posent. Maintenant, comme ils sont inconséquents, le matin, ils disent qu'ils sont contre la loi du parrainage. Le soir, ils vont à la Cour suprême pour attaquer cette loi. Et le beau matin, ou bien la nuit, ils partent au ministère de l'Intérieur pour récupérer les fiches. C'est ça la contradiction de l'opposition. M. Diop, est-ce que ce n'est pas une contradiction aussi de votre part? Vous avez déposé un recours contre la loi et le lendemain, on vous a dit, allez donc, vous êtes parmi les gens qui sont allés scandalisé par les propos que je viens d'entendre. Je crois que ce que moi j'entends par la République, ça transcende en fait ces positions-là. Je dois, avant de répondre à votre question, vraiment souligner quelque chose qui est extrêmement grave. Je viens d'avoir en tout cas le scoop auprès de M. Ndour, qui avoue, et je veux vraiment que l'ensemble de la classe politique sénégalaise, et en particulier l'opposition, en tout cas, soit informée, que ce sont les agents du ministère de l'Intérieur qui vont contrôler les listes puis valider par le Conseil constitutionnel. Je n'ai pas dit ça. Je dis devant la télévision que je n'ai jamais dit ça. Voilà. Je crois que j'en appelle aux Sénégalais qui vont... Naturellement. Qui vont regarder en fait le film de cette émission-là. Oui. Je ne suis pas autant égaré pour comprendre que c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures et je l'ai bien précisé. Non, vous avez dit c'est les agents du ministère de l'Intérieur. Je dis dans la phase de préparation, tout ce qu'il y a. Les listes, non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit dans la phase de préparation, tout ce qu'il y a autour de il y a. Ça fait partie de la triche. Non, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit, monsieur. Pardon. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et c'est dommage que nous en sommes à cette situation-là. C'est dommage qu'on fait dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Je dis encore une fois que dans la phase de préparation de tout ce qu'il y a comme parrainage, il y a la main de tout un ensemble de fonctionnaires. Qui vous a donné les fiches? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui vous a donné les fiches. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Oui, allez, voilà, donc je voudrais vraiment faire en tout cas part de cette information que je viens de glaner au cours de cette émission-là pour comprendre encore davantage en tout cas ce qui est en jeu dans ces élections-là. Malheureusement, les gens qui sont en face, le Sénégal en tout cas, ils n'ont pas cet intérêt. Ils ne cultivent pas en tout cas cette position que nous pensons dans laquelle le Sénégal doit se trouver dans le concert des nations en matière de démocratie. Et c'est dommage. Et dans le processus démocratique du Sénégal, on a constaté un peu que les présidents qui se sont succédés, qui sont venus après, ont cherché à faire mieux que leurs prédécesseurs. Malheureusement, avec l'avènement de Macky Sall, nous avons en tout cas une démocratie à terre. Nous avons des institutions à terre. Nous avons effectivement la loi du plus fort. Ce n'est plus la patrie avant le parti, vous voulez dire? Ce n'est plus ça, ce n'est plus la concertation, ce n'est plus les valeurs. J'écoutais tout à l'heure la khutba de l'imam qui disait que quand dans un pays, les valeurs, en tout cas, n'ont plus droit de citer, ce pays va tout droit au mur. Et c'est une alerte effectivement que je suis en train de lancer à l'ensemble du peuple sénégalais pour dire Ngour Djaroko.
Je crois que Macky Sall, ce qu'il est en train de faire pour dire que tous les moyens sont bons pour avoir un second mandat, je pense qu'il est temps que les uns et les autres qui ont droit de citer dans ce pays-là lui adressent la parole pour, en tout cas, chanter cette chanson, si vous voulez, d'alerte qui permettrait à Macky Sall de revenir et de savoir raison garder. Voilà. Revenez à ma question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, vous n'êtes pas en pleine contradiction quand, par exemple, vous critiquez le parrainage, vous demandez même que le président le mette de côté et que le lendemain vous allez récupérer les fiches. Parce que nous sommes en République. Parce que la République, c'est des lois qui régissent une République. Si ces lois s'appliquent à nous, on est obligé effectivement de faire avec. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous ne serions pas là en train effectivement de dire notre opinion, de les critiquer quand ces lois effectivement ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ça la situation actuellement. Vouloir dire qu'on va, comme ils le souhaitent peut-être, boycotter les élections, je pense qu'effectivement nous n'en sommes pas là. Je crois que forcément il va avoir des gens en face. C'est clair qu'il n'a pas de bilan qui lui permet aujourd'hui de dire que bon, ah mais si, je vous coupe pas, l'autre jour on l'a entendu lors du lancement de son parrainage, il a dit qu'il ne cherche, on lui demande, la loi lui demande 1%, mais il n'a pas besoin de 1%, en une semaine il va boucler son parrainage parce que son bilan ne suffit. Oui, permettez-moi de rebondir un peu sur cet aspect-là. Georges, je crois que le président Macky Sall a encore raté l'occasion de sa vie pour donner le bon exemple. Un jour de travail, il a amaté toute la République, lui-même, le Premier ministre, les députés, le président de l'Assemblée nationale, le président du HCCT, tous les directeurs généraux. Il les a amatés. Un jour de travail où ils devaient être au service des Sénégalais, parce qu'ils sont payés pour ça. Ils se sont retrouvés effectivement là-bas, en train de danser. Et ça, c'est dommage. Le président, encore une fois, qui est coutumier du fait, il pense que c'est comme ça qu'on gère une république. C'est dommage. Je crois que ce que je suis en train de dire, c'est un cri du cœur. Pour que quand même, qu'ils savent que la République est sacrée. Il a peut-être une explication par rapport à ça. La République est sacrée. S'il a besoin de faire ce type de réunion avec ses partisans, il aurait pu le faire le samedi, le dimanche, et pas un jour de travail. Ils ont utilisé les moyens de l'État pour aller effectivement à cette réunion privée. Ça, ce n'est pas un bon exemple pour la jeune génération. Montrer qu'effectivement, on peut abuser des biens de l'État. Voilà la preuve flagrante qu'ils ont abusé des biens de l'État. Ils ont utilisé des véhicules de l'État. Ils ont utilisé le carburant de l'État pour se retrouver ensemble là-bas. Oui, ensemble parce qu'ils sont membres d'une même coalition quand même. Exactement. Mais ils ont utilisé les biens de l'État pour faire du privé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils marchent ou bien qu'ils prennent le taxi? Mais non seulement qu'ils ne le fassent pas un jour de travail. Oui, peut-être. Qu'ils ne le fassent pas. Mais également, vous voyez, je crois qu'un président de la République a besoin de lancer à chaque occasion un signal fort en termes de valeur pour que l'ensemble du peuple sénégalais, et en particulier les jeunes, qui seront chargés en tout cas demain de gouvernement de ce pays, d'avoir des interdits pour dire qu'il y a des choses qui se font en République et des choses qui ne doivent pas se faire en République. Je crois qu'il appartient au président de la République et d'ailleurs à l'ensemble des autorités, quel que soit le rang qu'ils occupent dans ce pays, de s'habiller, de s'armer justement de ces comportements pour que la génération future se dise que ça, ce n'est pas des choses, en tout cas, à montrer à la face du monde. Merci. Alors, Pape Malick Ndour, comment est-ce que vous pouvez justifier ça quand même, que le président de la République prenne, comme il le dit, les biens de l'État, les véhicules de l'État, les députés, les ministres, les DG, pour se retrouver à Diamniadio un jour ouvrable en plus? Ah, mais moi, je pense que s'il comprend très bien cette leçon-là, M. Diop devrait la prendre à l'opposition, qui nous ont habitués à des marches le vendredi, un jour ouvrable. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. C'est beaucoup plus pire. Parce qu'on n'a pas dérangé un Sénégalais en partant à Diamniadio. La preuve, on n'est pas allé au Grand Théâtre, on est allé jusqu'à Diamniadio. Mais eux, ils font des marches le vendredi, ici, à la place de l'Indépendance, ou bien à l'Obélisque, ou bien devant le ministère de l'Intérieur. En tout cas, c'est ça leur vocation. Donc moi, je pense que M. Diop, ces leçons-là,
dans vos instances au niveau de Rewmi ou bien dans le cadre de votre coalition de l'opposition, vous avez le devoir de les professer à vos collaborateurs, à vos militants et à vos responsables. Maintenant, ce disant, moi je dis quand même qu'il serait scandaleux de dire que peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20, 30, une heure de temps, que les gens quittent peut-être leur bureau pour venir à Diamniadio pour parler de choses privées, comme il a dit. Si c'est ces choses-là qui remettent en cause le fonctionnement donc, de l'administration, je dis, M. Diop, alors que nous sommes très mal barrés. L'administration fonctionne. Il n'a jamais été question donc d'une administration qui ne fonctionne pas. Je dis simplement que cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que des Sénégalais, conformément à la loi qui autorise le parrainage et qui nous autorise à nous rassembler pour parler de ce qui nous intéresse, ces Sénégalais sont retrouvés dans un lieu privé pour des occupations privées. Maintenant, vous nous parlez de la République, vous faites des leçons sur la République. Moi, je dis, M. Diop, que dans une République, c'est d'abord le respect des institutions, mais c'est aussi le respect des règles démocratiques qui régissent les règles qui régissent la démocratie. Parrainage, qu'il n'y aura jamais lieu. Les gens ont voté la loi. La loi a été votée. Il ne sera jamais mis en œuvre. Aujourd'hui, le parrainage est en train d'être mis en œuvre. Respecter la République, respecter la démocratie, c'est respecter ces règles du jeu et arrêter ce débat-là. Ce débat-là n'a pas d'importance. Mais pour moi, ce qui est important, si vous estimez que vous pouvez être une alternative crédible par rapport à ce qui se passe dans ce pays, je pense que votre rôle, c'est de se présenter devant les Sénégalais pour engranger le maximum de voix autorisées pour pouvoir donc être qualifié pour la candidature et après présenter votre projet de société. Les Sénégalais vont juger. C'est ça la République. Ce sont ça les règles de la République. Oui, M. Diop. Oui, je constate encore que M. Ndour dise que disons, cette réunion privée, c'est pas important au regard et qu'il compare cette réunion privée aux démonstrations, aux marches sit-in exactement. Les vendredis en jour ouvrable. Et que vous dérangez des Sénégalais. Je pense que quand il estime que ce que le président Macky Sall a fait et comparable à ce que fait l'opposition. D'abord, deux choses. D'abord, ce jour-là, parce qu'il estime, parce que moi, je le prends au mot. Hein. Il dit que ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'est peut-être 15 minutes, 20 minutes, et que ce n'est pas important. Et que ça n'empêche pas la République, effectivement. Moi, je pense, je parle valeur. Je parle d'un signal que l'autorité supérieure de la nation doit lancer à l'endroit de sa population, de sa jeunesse. Vous savez, c'est un ensemble de comportements positifs qui font un pays. Quand nous n'avons pas une masse critique de ce type de comportement, je pense que nous n'atteindrons jamais les objectifs prioritaires de développement que l'on assigne à ce pays-là. Et ça passe par là-bas. C'est d'abord, le développement, c'est d'abord un comportement. Et ce type de comportement, ça doit passer en premier par l'autorité suprême. Et c'est là où je dis que le président Macky Sall a tout le temps failli à sa mission de premier responsable de ce pays. Qui d'ailleurs, je le précise, est en vacances déjà. Je précise cela. Pardon. Ah, vous voulez dire que le gouvernement est allé à Diamniadio parce qu'ils sont en vacances. Ajoute. Voilà. Ils sont en vacances pendant que, effectivement, les problèmes que nous sommes en train de vivre dans ce pays-là, c'est des problèmes qui sont extrêmement graves. Je crois que, Georges, nous sommes en train de vivre ce qui s'est passé hier avec les pluies à Dakar, à Pikine, à Touba. Les problèmes qui sont là et qui étaient connus depuis très longtemps. Je pense que le président de la République, avec son équipe, devrait prendre. Il est là pendant 6 ans. Pourquoi chaque année il y a inondation à Touba? Pourquoi? On peut comprendre qu'en 2013 qu'il y ait des inondations à Touba. Il venait d'arriver. La documentation disponible renseigne à suffisance que c'est un problème qui est là, qui est technique, qui est connu. Il y a mais on constate qu'il y a un manque de volonté politique pour résoudre ce problème-là. Tout au moins, nous avons un président, comme le dit le président Idrissa, qui est incompétent. Ses soucis sont ailleurs.
Et ça ne s'arrête pas là. C'est le second mandat apparemment. Il estime que... Vous me laissez terminer. Allez-y. Vous estimez que le président il est en vacances pendant que les problèmes sont là. C'est honteux de le dire. On n'a pas de vacances quand les Sénégalais ont besoin du président de la République. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances pour un gouvernement quand les problèmes sont là. C'est comme ça qu'on travaille un pays. Chez vous, même quand vous dormez et qu'il y a un problème, un voleur qui entre chez vous, vous êtes obligé de vous réveiller. Vous ne vous permettrez pas de dire que je dors. Donc le président de la République, il a été élu pour que jour et nuit, il n'y a pas de vacances quand les problèmes sont là. Vous avez juste une minute. Quand je dis que le président est en vacances, cela signifie beaucoup de choses. Il est ici à Dakar. Il ne part ni à New York, ni dans les champs de ski, etc. Le président, il est là. Le pays fonctionne. Quand je l'entends dire, oui, l'inondation, mais je vous dis, M. Diop, vous êtes un peu nostalgique. Peut-être de l'ancienne époque où on faisait des télétons pour pouvoir aider la banlieue dakaroise à pouvoir sortir de l'eau. On n'est plus dans cette situation. Ce que vous dites là, le Sénégal là que vous dessinez aujourd'hui, je vous dis que c'est un Sénégalais dépassé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu certes des morts que nous regrettons, comme il y en a dans beaucoup de pays d'ailleurs, comme il y en a peut-être dans beaucoup de localités peut-être de l'Afrique, etc. Mais je vous dis qu'on n'est plus dans la situation où on était en 2010, en 2011, voilà, merci. Avant. Merci. C'est pas important. Non, je ne dis pas que les inondations, mais quand même, il faut reconnaître avec moi qu'on n'est plus dans la situation où la population se met devant Walfadjri pour protester contre les inondations. On n'est plus dans la situation où, voilà, merci. Dans les radios, dans les télévisions, on fait un appel public pour pouvoir demander de l'aide. Voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à mes chers invités. M. Pape Malick Nou, je rappelle qu'il est le président du conseil départemental de Guinguinéo. Il est donc membre de la paire. Merci à M. Saleh, Saleh Diop, c'est ça? Ali Saleh Diop, oui, il est membre du Réumi, secrétaire national chargé de la massification et de la pacification du parti. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, cher Tidiane Ndiaye. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.